djihadistes présumés ont été abattus en Égypte. C'était ce mardi dans le nord du Sinaï. Début officiel de la campagne électorale malgache, elle va durer un mois. Visite de la ministre française des Armées Florence Parly au Tchad. Elle s'est adressée aux soldats de la force Barkhane déployée à N'Djamena. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. La police égyptienne a tué 10 djihadistes présumés ce mardi à Al-Arish, dans le nord du Sinaï, où les forces de sécurité mènent une vaste offensive contre le groupe État islamique. L'information en question a été donnée par une source sécuritaire. Les précisions dans cet élément. Les autorités égyptiennes poursuivent leur vaste opération contre le terrorisme dans le nord du Sinaï. Après avoir obtenu des renseignements selon lesquels 10 terroristes se cachaient dans une ferme désertée dans le quartier Al-Obour à Al-Arish, les forces de sécurité ont perquisitionné mardi cette ferme. S'en est suivi un échange de tirs au cours duquel les 10 terroristes ont été tués selon un responsable du ministère de l'Intérieur égyptien. En tout, plus de 350 djihadistes présumés et environ une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement de Sinaï 2018 en février, selon des chiffres officiels. Lundi, l'armée a annoncé dans un communiqué que 52 djihadistes présumés et 3 militaires ont été tués récemment dans le cadre d'opérations antiterroristes. Des sources proches des forces de sécurité ont aussi indiqué la semaine dernière que l'un des chefs locaux de l'EI, Abu Hamza al-Makdessi, a été éliminé lors d'un raid aérien dans le Sinaï. Une information confirmée par le groupe État islamique sur la messagerie en ligne Telegram. Depuis la destitution par l'armée en 2013 du président islamiste élu Mohamed Morsi, des centaines de policiers, de soldats et de civils ont été tués dans des attaques djihadistes. Notons que l'armée égyptienne a organisé en juillet dernier une rare visite à Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï, destinée aux médias étrangers. Au Cameroun, l'un des principaux candidats à la présidentielle, Maurice Kamto, a revendiqué ce lundi la victoire face à Paul Biya, président sortant et grand favori du scrutin dont il a été ministre. Ce faisant, il se met hors la loi, selon le gouvernement. Sans donner de chiffres, de pourcentage, ni indiquer sur quoi il basait ses affirmations, Maurice Kamto, l'un des principaux candidats à la présidentielle de ce dimanche, a revendiqué devant la presse ce lundi la victoire face au président sortant Paul Biya. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Je lance un vibrant appel aux candidats à l'élection présidentielle qui, comme nous, ont œuvré pour un changement dans la paix dans notre pays, à se tenir mobilisés pour défendre, en cas de besoin, la volonté exprimée lors du scrutin du 7 octobre. Ancien ministre délégué à la justice et avocat au barreau de Paris, Maurice Kamto a également dénoncé de multiples cas de fraude orchestrés par le pouvoir, auxquels il a néanmoins tendu la main. Suite à cette sortie, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a déclaré que par cette proclamation avant les résultats officiels, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, est manifestement hors la loi. Élection toujours, mais cette fois-ci à Madagascar. La campagne électorale a officiellement débuté et va durer un mois. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 7 novembre prochain. Voici les images. Les 3 derniers chefs d'État malgaches ont lancé leur campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 novembre prochain, en affichant sans retenue leurs promesses, leurs moyens et leurs ambitions.
C'est dans un climat encore tendu par la longue crise politique qui a secoué le pays d'avril à juin que la campagne a démarré. J'ai confiance, j'ai vraiment confiance en notre victoire. Vous êtes la preuve qu'Antananarivo est à nous. Je suis convaincu que dans un mois et demi, nous allons écrire une nouvelle histoire pour Madagascar. Au total, 36 candidats ont été retenus pour les 2 tours du scrutin présidentiel prévus les 7 novembre et 19 décembre. La fondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, candidate à la présidentielle nigériane de février 2019, Obiageli Ezekwesili, l'ex-ministre de l'Éducation, a fait connaître son intention le week-end écoulé. Voici les détails. À 55 ans, celle qui fut ministre de l'Éducation du Nigeria a décidé de se lancer dans la course pour la présidence de son pays. Alors que l'élection doit avoir lieu en février prochain, Obiageli Ezekwesili exprime sa détermination à concourir et à remporter l'élection présidentielle de 2019 pour servir et mettre les citoyens au premier plan. Elle a promis d'annoncer son parti politique de choix dimanche, s'engageant à constituer une armée de patriotes prêts à démolir la forteresse. C'est ainsi qu'elle appelle les 2 partis politiques dominants au Nigeria qui ont, d'après elle, échoué. Il s'agit du Congress All Progressive et le Parti démocratique du peuple. Elle estime qu'il est grand temps que les Nigérians s'unissent et se mobilisent à l'échelle nationale afin de sauver le Nigeria de la médiocrité et de placer l'excellence au centre de ses préoccupations. Il est temps, d'après elle, de faire du bien-être des citoyens l'axe central du leadership politique, de récupérer les valeurs qui ont été déformées et que les dirigeants offrent un service exemplaire et sacrificiel qui mobilisera le peuple afin de bâtir une société dans laquelle chaque Nigérian a un intérêt. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a appelé à une doctrine de la paix, et ce en l'honneur du prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Cet actif important qu'est la terre, il s'agit d'un instrument économique qui doit être remis entre les mains de notre peuple afin qu'il puisse améliorer la vie de notre peuple. So that they can improve their lives. In honor of the outstanding work. En l'honneur du travail remarquable que l'archevêque Desmond Tutu a accompli en sensibilisant notre peuple et notre nation à la paix, nous devrions élaborer ce que j'appellerais une doctrine de la paix. We should develop what I would call a doctrine of peace. La ministre française des Armées, Florence Parly, s'est adressée aux soldats de la force Barkhane déployée à N'Djamena. C'était à l'occasion de déplacements effectués au Tchad. En visite de 2 jours au Tchad, la ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé ce lundi que la force antidjihadiste du G5 Sahel, qui tarde à monter en puissance, a programmé 3 opérations ces prochaines semaines. L'équipement de la force conjointe du G5 Sahel est encore très insuffisant, mais la force n'est pas inactive, loin s'en faut. Elle a mené 6 opérations depuis le lancement et 3 sont programmées dans les prochaines semaines sur chacun des 3 fuseaux, où elle a rencontré le président Idriss Déby Itno et les 4500 hommes soldats de la force française Barkhane déployés au Sahel. Depuis le début de l'année 2018, plus de 130 djihadistes ont été neutralisés. 130 djihadistes, parmi lesquels certains des chefs importants. La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel. Ce sont donc les forces armées de chacun des pays sahéliens qui progressivement prendront le relais. Au sein de celle-ci, la force conjointe du G5 Sahel constitue un complément indispensable à l'action de chacune des armées nationales. Nous allons continuer à former les soldats du pays du Sahel sous commandement national ou bien au sein de la force conjointe. Continuer à mener des opérations ensemble. Et toutes ces actions ont un but,
que l'Afrique puisse assurer sa propre sécurité. Avec l'appui de la France, le G5 Sahel a réactivé en 2017 son projet de force conjointe, initialement lancé en 2015. Mais les 414 millions d'euros promis lors d'une conférence internationale des donateurs en février tardent à se matérialiser. Au Brésil, le candidat du Parti des travailleurs au second tour de la présidentielle, Fernando Haddad, a rendu visite à l'ancien président Lula dans la prison de Curitiba où il est incarcéré. À l'occasion, le candidat de gauche a affirmé que le second tour sera une opportunité importante pour son parti. On le suit. Nous sommes très enthousiastes à l'idée du deuxième tour parce qu'il nous offre une occasion que nous n'avions pas eue lors du premier tour de discuter des projets de chacun des deux candidats restants pour le pays. Nous aurons une opportunité importante de comparer ces deux propositions afin que les électeurs aient un choix qu'à mon avis, ils n'avaient pas eu au premier tour. Donc l'opportunité est très importante pour nous. Dossier séisme et tsunami en Indonésie dans la zone de Balaroa, près de Palu. Les autorités locales annoncent que les recherches des disparus prendront fin ce jeudi. Le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a ravagé l'île indonésienne des Céylènes a été porté à près de 2000 morts. Les sauveteurs mènent les dernières recherches de corps de victimes qui pourraient encore être des milliers sous les décombres. Les autorités locales ont annoncé lundi qu'une fin sera mise aux opérations de recherche jeudi. Les autorités locales ont décidé qu'une fois les recherches arrêtées le 11 octobre, elles fermeront les 3 sites. Nous construirons un monument et à l'avenir, nous créerons des espaces verts pour le public. Nous sélectionnerons plusieurs lieux pour reconstruire ces 3 sites, mais seulement après que des experts en géologie auront procédé à une évaluation. Après 7 jours de recherche, la police a beaucoup de mal à procéder à l'identification des victimes. Nous examinerons la composition de l'eau 7 jours environ après le 11 octobre et nous dirons si elle est potable ou impropre à la consommation. Les autorités ont indiqué dimanche craindre que jusqu'à 5000 personnes soient disparues, prisonnières des décombres. Quelques 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.